Je n'ai jamais entendu dire à un conteur qu'il n'a pas eu quelqu'un à la fin d'une séance qui soit venu lui dire « ça m'a bouleversé, ça m'a révélé, ça m'a… » On a tous eu ça. À propos de l'Asie du Sud-Est, ce qui m'a orientée vers le Vietnam, c'est le mystère autour du Vietnam dans ma famille. Ma grand-mère de Saigon, la famille, ceux qui sont restés, ceux qui sont partis par la suite en Guadeloupe, et puis qui sont allés en France, et puis qui sont restés en France, et puis ceux qui étaient au Vietnam, et puis qui sont revenus en France. Mais le Vietnam, on n'en parlait pas. La Guadeloupe, on en parlait très facilement. Et le Vietnam, on n'en parlait pas. Quand les cousins sont revenus, la maison de Dordogne, c'était à l'Arc-en-Ciel, dans cette maison. Un peu plus tard, 20 ans plus tard, avec mon cousin, on est retourné dans cette région du Périgord et on nous a dit « Oh, mais quand la famille est arrivée, c'était tout l'exotisme qui était là. » On a su mesurer à sa juste valeur ce que signifiait le mot exotisme à cette époque-là. À nous, on nous le disait très gentiment. Je pense qu'à cette époque, ça devait être aussi assez étonnant. Étonnant. Surtout dans un tout petit village qui doit faire une centaine d'habitants en période estivale. Et autour du Vietnam, c'était le grand mystère. C'était une sorte d'étrangeté. Et puis au Vietnam, il était encore moins question d'y aller qu'en Guadeloupe. Et alors pour moi, c'était une sorte de clair-obscur, ce Vietnam, avec des parfums enchanteurs qui en émanaient, dont on ne parlait pas, mais alors j'avais des images, moi, qui naissaient de ce qu'on m'a raconté de ça, des noms des villes, de savoir ce qui s'était passé là-bas, ce qu'avait fait mon arrière-grand-mère, ce qu'avait fait la grand-tante, ce qu'avaient fait mes cousins. Enfin, quand même, ma grand-mère est née là. Sa famille était là. Et puis après, bon, ok, ils sont partis. De toute façon, ils allaient de Guadeloupe au Vietnam. Je me suis jamais consciemment posé la question de me dire ça m'intrigue, j'aimerais bien aller fouiller. On avait ce mystère, cette espèce de délice caché. Mais c'était vraiment délicieux de parler de ça, de prononcer ces noms. Le fait, la colombe qui chante et qui nous accompagne. Et tu voles. Alors au début, je l'avais appelée la fée, puisqu'il fallait bien être une fée quand même pour venir comme ça, rentrer dans une vie, parce que elle m'a accaparée quand même. Et puis je me suis rendu compte, grâce à ses salutations au soleil, là on l'a entendu tout à l'heure, et quand il chante, il se baisse comme ça, la tête se baisse. Et moi j'appelle ça les salutations au soleil, mais en fait c'est le mâle qui fait ça, pour charmer. Et donc je l'ai donc appelé le fée. Le fée nous accompagne de son chant. Au point où tu en es de ton parcours, comment tu te définis? Mon parcours est assez récent. Et il a commencé en même temps que l'ouverture du musée du Quai Branly, donc il est assez facile à calculer. Et les premières années, j'étais encore très engagée dans des projets de théâtre, et je me suis vraiment engagée dans le conte 3, 4, 5 années plus tard. Et j'ai commencé réellement à chercher
et à m'orienter sur cette piste de l'Asie et plus particulièrement du Vietnam au bout de 5-6 ans. C'est-à-dire qu'avant je tournais autour, ça m'intéressait plus particulièrement, je sentais que je vibrais davantage quand on commençait à me parler de l'Asie du Sud, quand moi je commençais et que les histoires faisaient leur chemin. C'est-à-dire que chez moi la fréquentation d'une histoire est longue. On se sent avant et ça peut prendre des années entre le moment où je vais la découvrir et le moment où je vais me dire bon maintenant je vais la raconter. Le temps de maturation est très lent. Chacun a sa vitesse. Et puis tout d'un coup, ça s'est enclenché. Je me suis dit, là, c'est ça, parce que c'est ça que j'ai envie de raconter. C'est par rapport à cette distance-là. Donc ce parcours est donc assez jeune. Et ça m'a permis de rencontrer des gens qui ont été intéressés par ma recherche, qui ont été intéressés par ce que j'essayais de raconter à la fois de ces communautés qui me sont chères et à la fois du travail sur la parole. Ça m'a permis donc de... C'est Sotigui qui m'y a lancé, mais qui m'avait lancé sur des contes de tous les pays ou d'Afrique de l'Ouest, bien qu'il racontait souvent des contes zen. Mais ça allait avec sa façon d'observer la vie et de la faire comprendre. Et puis ça m'a permis de rencontrer, 3 semaines après le décès de Sotigui, Bruno de la Salle, avec lequel j'ai pu travailler, découvrir la rythmique, la musicalité, le travail dramaturgique, même si on ne le nomme pas comme ça, on ne l'avait pas nommé comme ça. Donc ça a été aussi un essor capital, une autre façon de travailler qui complétait vraiment celle de Sotigui. Et puis la rencontre avec Maurice Coyot, qui là m'aidait puisque je ne voulais pas me baser sur les traductions qui existantes en français ou même en anglais, parce que beaucoup de textes ne sont pas traduits du tout en français, mais on peut y accéder via l'anglais. Et puis certains ne sont pas traduits du tout. Et puis certains, on te les raconte. Et puis après, il faut aller chercher au milieu de ce qu'on te raconte la colonne vertébrale de l'histoire, parce que tu te rends compte qu'elle a pris des tournants, elle a eu des suppressions, elle a eu des rajouts à la faveur de la fantaisie de chaque personne qui a rencontré cette histoire. Et là, grâce à Maurice, ça m'a permis d'avoir accès à des textes dans la langue qui étaient beaucoup plus précis. Et même si je ne pouvais pas... raconter, et puis j'en avais pas envie de raconter ces textes exactement comme ils étaient dans la langue, j'avais au moins la notion des images. Et comme les langues ne formulent pas tout le monde de la même façon, je voyais un peu sur quoi on s'appuyait, quelles étaient la manière de regarder. Par exemple, une table, dans certaines langues, bah, tu dis pas une table, tu dis... ce qui sert à recevoir le verre. Une chaise, c'est ce qui sert à recevoir tes fesses. Et on va comme ça passer par une description qui va te faire comprendre la fonction. Mais ça ne va pas être frontal, ça ne va pas être nommé de façon directe. Et toutes les langues comme ça ont des particularités, en Asie du Sud-Est spécialement. Donc Maurice pouvait m'offrir ça. Et ce que moi j'ai pu obtenir et gagner, c'était un véritable cadeau, c'était d'avoir des images qui n'étaient pas communes. Ça donnait quelque chose de tout à fait singulier et qui rappelle cette culture à laquelle appartient l'histoire que je suis en train de travailler. Au Vietnam, à l'heure actuelle, on ne raconte plus d'histoire. Les histoires sont résumées dans le cadre familial, évoqué mais encore moins qu'en France, dans le cadre scolaire. Alors, à part des textes comme le Q, qui, eux, sont appris généralement au lycée ou dans les universités, le conte a quasiment disparu. Et, sauf dans les ethnies où il reste quelques rares bardes, certains ont été enregistrés, ou alors on a transcrit ce qu'ils racontent. L'accès est difficile, mais sinon c'est vrai que l'accès à la tradition orale est donc quasi inexistant. À tel point qu'il y a une association qui s'appelle Dam Chou, qui s'est intéressée justement au travail que je pouvais faire sur le répertoire vietnamien. Alors eux s'occupent d'un village, des Nung,
du Vietnam, donc dans les hauts plateaux, et ils s'intéressent particulièrement à la scolarisation, l'accès à l'eau. Et en ce qui concerne la scolarisation, ils ont donc eu d'ailleurs une grande victoire, c'est-à-dire qu'il y a une école qui avait été montée et qui vient d'être reconnue nationale, donc ça c'est vraiment une super victoire. Ils me demandent régulièrement de leur faire parvenir des contes. Ces histoires sont traduites de façon à ce que les enfants puissent évidemment les comprendre, et ensuite les enfants les illustrent, et ça donne lieu à des petits livrets avec les histoires en français et les illustrations des enfants qui les ont écoutées. Et ça, je trouve que c'est absolument merveilleux. En tout cas, j'en suis extrêmement touchée de ce projet, puisque c'est une façon de remettre ce capital patrimonial au centre d'un apprentissage, puisqu'ils construisent les projets d'école, et de rappeler aux enfants ce qui a nourri leur culture, et ce qui leur permet aussi à eux donc de regarder les histoires, de se poser les mêmes questions que les histoires se posent, pour envisager leur avenir. Ça leur donne une matière de réflexion. C'est en ça que ce projet m'est très cher. Moi en plus, qui vis en France, et qui me dit que justement ce qui m'intéresse, c'est de faire ce pont culturel qui ouvre un espace de dialogue qui nous permet à nous Français de nous interroger sur notre façon d'observer les choses. Et puis tout d'un coup, hop, c'est renvoyé, et je me retrouve avec une réflexion autour de l'histoire qui est une réflexion du lieu d'où viennent les histoires. Quand Sotigui m'a fait travailler des contes, j'ai travaillé les histoires qu'il m'avait demandé de travailler. Comme je l'avais dit au début, avec mon rapport aux arts du récit très très distant, puisqu'il n'était pas question pour moi de m'y lancer. Et puis, j'avais eu l'occasion d'aller en Corée pour le théâtre. Déjà, j'avais goûté un peu à ce que c'était que l'Asie, et je sentais que ça vibrait. Je me souviens très bien pendant ce séjour m'être dit « Oui, mais c'est pas le Vietnam, il faut vraiment que j'y aille. » Quelque chose qui fait que c'est comme une craie sur un tableau, c'est aussi délicieux que ça. En même temps, ça te fait vibrer, et en même temps, ça te fait réagir. Et bah, du coup, c'est par les histoires que j'y suis allée. Et les histoires m'ont amenée à aller sur la terre du Vietnam. Et ça a été formidable. D'y aller l'année du centenaire de ma grand-mère, et d'arriver dans sa ville de naissance, l'année de son centenaire, et de recevoir ce même jour le mail des illustrations de mon premier album, et qui raconte la naissance des peuples du Vietnam. Là, je me suis dit, je suis contente. C'est beau. Par la suite, évidemment, j'ai rencontré donc d'abord les contes populaires, et ensuite je suis rentrée dans les contes qui sont les contes plus ethniques, mais parce qu'en fait il y a 54 peuples tout de même au Vietnam, donc ces peuples ont tous une tradition orale. Alors ils disent qu'ils ont tous une épopée. En réalité, quand on observe bien, en tout cas le peu qui a été sauvegardé et auquel on a accès, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été sauvegardées, mais pour le moment on n'a pas encore accès. Et de ce que moi j'ai pu avoir, de ce qu'on a pu me traduire, des langues, en réalité c'est la même épopée qui est déclinée, hein, à peu de choses près. Parce que je me disais, waouh, pour un seul pays, 54 peuples, donc effectivement une épopée emblématique par peuple, je me disais quand même pour un pays ça fait beaucoup.
Parce que, imaginons-nous en France, pour chaque région, voilà, on a une épopée. Bon, en réalité, c'est pas, bon, on ne peut pas tout à fait compter comme ça. Eux comptent comme ça parce que c'est vrai que quand on les regarde de près, la façon de raconter l'histoire n'est pas la même. Hein. L'histoire est vraiment modifiée? Bah, l'histoire est quand même bien modifiée. Après, il faudrait quand même que je puisse avoir accès à l'intégralité des textes, parce que pour le moment, moi, j'ai accès. On a pu me traduire des extraits de textes. Maurice m'en avait traduit certains, et puis d'autres sont effectivement sauvegardés au Vietnam, mais on ne peut pas les consulter. Donc, tu as beau avoir quelqu'un pour tout bien te traduire, et ben, il faut quand même les avoir. Donc, moi, j'ai eu accès quand même à quelques passages, mais pas de tous. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en réalité, le personnage avait exactement les mêmes traits distinctifs et partait pour la même quête. Alors, voilà. Après, il ne rencontre pas forcément les mêmes épreuves, mais quoi qu'il en soit, à la fin, il faut toujours rétablir la paix pour que le peuple vive sereinement. Et paix et serein sont, je crois, en tout cas dans ce que j'ai lu, essentiellement les mots de fin. Et il aurait fallu que je relise et que je me rappelle exactement les mots. Je les ai quelque part, mais il y a 3 vers à la fin qui sont sensiblement les mêmes, en tout cas dans ce à quoi j'ai eu accès. C'est un travail où j'ai pris particulièrement du plaisir. C'était écrire pour le numéro de mythologie qui concernait la nature, où j'ai pu faire un herbier des contes vietnamiens, puisqu'il y a pléthore d'histoires sur les fruits, sur les fleurs. Et encore, j'ai dû choisir pour n'en mettre que 14, ça a été terrible, un vrai combat. J'ai poussé jusqu'à aller faire une petite carte comté du Vietnam, en me posant vraiment la question, qui est à l'origine de qui? Est-ce que c'est nous qui qui interprétons cette nature, ou est-ce que c'est cette nature qui nous dicte et qui nous indique où nous sommes et ce que nous sommes? Donc c'était assez intéressant de regarder ça à travers les histoires, les récits, et de les situer aussi pour faire un parcours sur le Vietnam afin d'appréhender le pays et de le connaître un peu mieux. Oui, dans les contes qui font pas partie des récits épiques, on peut le voir aussi, il y a des versions qui circulent d'ethnie en ethnie et dont les motifs restent sensiblement les mêmes, mais très adaptés, ce qui peut vraiment changer parfois la phase de l'histoire. Complètement, c'est assez beau de le voir circuler. Il faut savoir quand même que dans la mesure où les frontières du Vietnam sont relativement récentes, en réalité, quand on parle de mise à part de la population majoritaire, les Kin, mais pour les autres, ça circule entre le Cambodge, le Laos, on les retrouve en Thaïlande, enfin ce sont les peuples qu'on suit, hein. Et certains en plus n'étaient pas sédentaires. Donc ça va du sud de la Chine, et puis après on descend. On peut retrouver certaines histoires jusqu'au nord des Philippines, et en passant par l'Indonésie. Alors bon, plus ça descend, et plus l'énergie est campée dans une autre force, quoi. On sent que ça devient plus guerrier. C'est plus combattant. Alors que quand on va au nord, bon attention, on ne se laisse pas faire, mais en tout cas le langage utilisé n'est pas le même. Les images sont extrêmement fleuries, alors que la façon de porter la pensée quand on descend sont de magnifiques images, mais j'ai envie de te dire, plus campées dans une énergie voilà, hein, qui va de la terre, là, qui monte comme ça. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. C'était là-dessus, on échangeait beaucoup là-dessus avec Maurice, parce que moi je découvrais ça en fait au fur et à mesure. Quand je voyais des contes, je lui demandais donc de bien vouloir m'aider à retrouver la version originale. Enfin, quand je dis originale, c'est très entre guillemets, hein, puisque il n'y a pas une source en réalité. Mais donc à retrouver une version dans la langue déjà pour m'épargner. Et Dieu sait pourtant si on peut vénérer les traducteurs, mais très souvent les traducteurs adaptent en même temps, puisque c'est compliqué. Donc moi ce que j'aimais dans ce travail, c'est vraiment d'avoir le texte à l'état brut,
dans la langue, avec des mots que je peux moi comprendre en français, mais sans adapter la phrase ou le sens global. Parce qu'après ça c'est plutôt mon boulot. Donc, et donc on échangeait là-dessus avec Maurice, parce qu'on voyait, quand on voyait la version, les versions se transformer au fur et à mesure qu'on descendait. C'était un travail très, très drôle à faire. C'était vraiment amusant. Puis après, toi, tu es là devant ces versions. Et puis après des mois et des mois de fréquentation de ces histoires, et tu vas te décider sur ce que tu vas faire de cette histoire. Si tu en prends uniquement la structure, où est-ce que tu t'attaches plus particulièrement à l'un des peuples, enfin à la version de l'un des peuples. Parfois c'est difficile, il y a des images ou bien qu'est-ce que tu vises en fait après, toi, à les raconter ici, en France, à un public francophone qui pour la majorité connaissent pas très bien en fait ces cultures. Donc tu te prétends en être l'ambassadeur quand tu fais ça quand même. Donc il faut quand même faire un petit peu gaffe à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des symboles qui ne sont pas maîtrisés ici. Moi je voulais pas montrer ces histoires comme des os humains. C'est-à-dire que ça me plaît pas de dire bah, vous voyez, voilà, il parle comme ça, il danse comme ça. Non, c'était pas mon but. Ce qui m'intéresse davantage dans le fait de porter ces histoires-là, et donc ça motive mon choix quand je suis face à ce cas de figure, c'est qu'est-ce qui va venir me toucher, moi, dans cette situation-là, formuler autrement, observer autrement, une question posée différemment, qu'est-ce qui va me toucher, moi, en tant qu'être? Quelles sont les valeurs que je vais retrouver? Quel est le miroir? Donc, qu'est-ce qui va me toucher? Et puis, c'est en plus du fait que ces histoires me séduisent par effectivement leur environnement, et donc cette façon de regarder l'enjeu qui ne va pas être la même qu'ici. Donc cette distance-là par rapport à un problème plus universel va motiver mon choix, va m'orienter. Mon grand dada, les Cendrillon. Quand tu regardes le Tam Cam, qui est donc la version vietnamienne, et puis quand tu regardes les versions Cham, bon bah c'est pas du tout raconté de la même façon. J'aime beaucoup le Tam Cam. Donc là j'ai effectivement j'ai suivi cette version-là. Ça par exemple, voilà une histoire qui a, bon, pas qu'en Asie, qu'elle est partout, mais en tout cas en Asie il y en a une kyrielle. Et alors donc moi je me suis inspirée de la version traditionnelle populaire. C'est une version qui appartient vraisemblablement à la population majoritaire, c'est-à-dire les Kin. Et alors on pourrait dire, ah bah il y a une influence des lettrés chinois. Bah non, parce que quand tu lis l'histoire de Yetsin, pour le coup, eh ben, c'est pas du tout pareil. Et alors il y a effectivement le petit poisson qui nage dans la rivière, toujours, mais il n'est pas utilisé de la même façon. Alors il est tué de la même façon, mais tu vois, ça varie. Et puis à la fin, il est à noter d'ailleurs que la Yetsin, qui est la Cendrillon chinoise, elle trouve sa liberté seule. Elle se détache de la tutelle d'un mari. Et j'ai trouvé que la version chinoise que j'ai travaillée là il y a peu, ça fait partie de mes travaux les plus récents, et que j'ai raconté il y a peu, je me suis dit, mais alors cette version-là, elle est révolutionnaire, surtout par rapport à ce qu'on traverse là, en 2018. Révolutionnaire. Malgré tout, dans Tam Cam, Tam se marie. Yetsin, elle repousse le mari au final, qui ne s'intéresse
qu'à ce qui lui permet d'être heureuse. Les arêtes de son poisson, son fétiche, son talisman qui lui permet d'obtenir ce qu'elle veut. Et elle finira donc par se défaire de cet homme-là qui vise à lui prendre. Et cette version-là est absolument formidable. Alors elle a circulé aussi, elle a influencé quelques versions ethniques en Asie du Sud. Tu vois ? Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et la raison pour laquelle j'ai choisi le tam-kam, c'est cette succession de vies. C'est-à-dire que là, ça témoignait vraiment d'une façon de regarder la durée d'une existence. Elle a quand même 4 réincarnations. Et par conséquent, on n'est plus sur une vue à court terme de la vie. On est sur la globalité de l'existence. C'est pas du tout la même façon d'observer la vie d'un être. Puisque c'est un. Mais en fait, on n'est pas fait que d'une vie pour eux. C'est intéressant quand même. Nous, on est là sur notre propre vie qui a un début et une fin, avec tout le parcours héroïque qu'on a à fournir pendant cette vie. Eux ne regardent pas ça comme quelque chose de singulier. C'est un petit trait. Et ce qui va former la ligne, c'est un ensemble de vies. J'ai trouvé que pour poser le regard là-dessus, croiser le regard occidental sur cette façon d'envisager la durée et sur les conditions de notre existence. Et j'ai eu grand plaisir à faire un dossier sur les fantômes en Asie du Sud, à voir comment l'invisible était perçu et comment les légendes, les récits en témoignaient. Et quelle était l'importance de cette vie qui n'est pas palpable par les vivants. Les histoires racontent comment ils sont influencés justement par ça. Donc là, on a vraiment un témoignage de différentes communautés, puisqu'en Asie du Sud, donc ils sont nombreux. Et j'ai été rechercher ces légendes. Pourquoi tu n'en fais pas des spectacles de théâtre? Parce que ce sont des paroles narratives. C'est pas la même chose que le théâtre. Pour moi, ils ne se composent pas de la même façon, ces récits. Ça raconte une histoire, les deux racontent une histoire. J'ai adoré la façon dont Ariane Mnouchkine a raconté Norodom Sihanouk. Et par la suite, bien d'autres pièces, hein, c'est pas la seule, mais c'est celle qui m'a marquée parce que j'étais petite et c'est ce qui m'a donné envie de faire du théâtre. Parce que là, c'était une fresque, une épopée, l'épopée de Norodom Sihanouk, 12 heures, avec des personnages à foison, qui dansaient, qui chantaient, qui jouaient. Un festival de couleurs, d'énergie, de vivacité, de virtuosité, de littérature. Elle a raconté cette fresque épique de cette façon-là, c'était basé sur des actes. C'est-à-dire que le personnage c'est pas la même façon de raconter les choses. Le personnage va agir. Les personnages sont incarnés. Ils parlent en leur nom, en leur propre nom. Même si ça reste des personnages et qu'ils n'ont pas de psychologie, puisque ils sont là, ils sont devant toi. Donc tu vas voir qu'il va se lever. Tu vas voir qu'il va, dans une bataille, dégainer son sabre et viser son adversaire. Et aussitôt, tu ne vas pas raconter ce que fait l'adversaire, tu le vois. Et la parole va déclencher l'acte. Alors ça, c'est ce qu'on avait beaucoup travaillé d'ailleurs avec Alain Knapp. Ce qu'un acte engage et la parole qui est engagée par rapport à un acte d'un personnage. Dans la narration, c'est pas la même chose. Bien sûr qu'il y a des actions tout le temps, et il faut qu'il y en ait tout le temps, parce que si on est dans la description, l'histoire n'avance pas. Mais l'action, on la raconte. Et puis, on n'est pas un personnage. On est le personnage, son siège, le sol sur lequel il a ses pieds, celui qui est en face de lui,
à la fois son hoquet, les cheveux de celui d'en face, le tremblement de celui qui le voit sortir le glaive, mais aussi le glaive qui va toucher l'autre en face. Il y a une totalité. On est en charge de la totalité de l'histoire. Ce qui est une charge d'ailleurs de folie quand on y pense. Donc on voit bien que c'est pas la même façon de le raconter. On n'aborde pas le récit de la même façon. Moi, c'est ça qui m'a plu dans le conte, justement, c'est de ne pas avoir le même parti pris que quand je suis en train de défendre un personnage. Parce qu'on défend un personnage, on le promeut, comme tout être, il a envie d'être aimé, ce personnage. Alors que quand tu es conteur, bah, alors évidemment, tu as ton fil conducteur, tu sais où est-ce que tu mènes ton histoire, tu sais aussi comment tu la mènes, tu as pris ces décisions en compte. Alors après, tu peux changer en cours de route et tout recommencer, parce que rien n'est gravé dans le marbre, mais en attendant, tu dois quand même avoir une vision globale, et tu n'as pas cette défense d'un seul personnage. Quand l'autre arrive, l'autre aussi est là. L'autre aussi, tu le prends en charge. Et tu racontes, tu es témoin de ce qui se passe entre ces personnages. Tu es témoin du parcours de ton héros. Tu n'es pas ton héros, tu es témoin de son parcours. Et tu as pris, tu es témoin tu as compris ses enjeux, tu les suis et tu les partages. Ce qui n'est pas la même chose que quand tu incarnes vraiment un être qui va lui se défendre. Là, tu n'incarnes pas la totalité de la pièce en réalité. La totalité de la pièce, c'est donc le groupe entier d'artistes qui va l'incarner. Il faut, dans le cas de Norodom Sihanouk, ils étaient 30, peut-être. Dans la revue Contes et légendes, un dossier sur les fêtes en Asie, parce que ces fêtes, tout le monde s'y adonne, c'est une grande préparation, mais d'où viennent-elles et surtout pourquoi est-ce qu'on est toujours aussi attentif à elles, pourquoi est-ce qu'elles rassemblent autant de monde? Eh bien, la littérature orale le raconte, donc ça m'a permis de faire... alors certes, un focus sur la fête du Tet, qui est la fête du Nouvel An vietnamien, qui est composée de différentes périodes. Chacune de ces périodes a les légendes auxquelles elle se rattache. Et les histoires, dans notre contexte actuel, elles ne sont pas écoutées dans de grandes salles, ou très rarement. Elles ne bénéficient pas d'une aura, les conteurs ne bénéficient pas d'une aura incroyable, on ne les entend pas au journal télévisé, et on les voit très rarement sur les réseaux sociaux, alors c'est de façon publique, c'est quand même un auditoire restreint. Cependant, à chaque fois qu'on raconte une histoire, ça touche. Il y a toujours des gens qui viennent dire à un conteur, je n'ai jamais entendu dire à un conteur qu'il n'a pas eu quelqu'un à la fin d'une séance qui soit venu lui dire, ça m'a bouleversé, ça m'a révélé, on a tous eu ça. Et au moins une personne touchée comme ça, une personne qui a retouché une valeur, une personne qui a fait son voyage, qui lui a permis de réaliser quelque chose. Pas du tout, parfois pas du tout ce que toi tu racontes d'ailleurs, ça a réveillé chez lui quelque chose de complètement différent, mais en tout cas ça a été touché un point de l'humanité, et ce point-là a été reconnu.
Et je trouve que ça, c'est une preuve de résistance sur l'uniformisation générale et la violence de ce monde, oui. Quand l'UNESCO s'intéresse à une conteuse qui travaille sur le répertoire d'Asie du Sud-Est, c'est bon signe. Ça signifie qu'il y a une ambassade qui s'est adressée à une conteuse afin de l'envoyer pour témoigner de cette tradition orale. Ça permet d'ouvrir les possibilités, ça permet de constater que là, le conte est pris en charge, qu'il est réestimé. Peut-être même, on pense qu'il peut être utile. Et là, on lui rend sa fonction. La culture vietnamienne essentiellement que je porte, quelques histoires japonaises, mais assez peu et très ciblées dans les histoires merveilleuses. Et sinon, les histoires d'Asie du Sud-Est, elles sont vraiment révélatrices des parcours des sociétés. C'est vraiment des témoins. Et en particulier pour le Vietnam, on peut voir quelle a été la lutte du pays depuis les Dong Son, depuis les premiers rois. Et tout ça passe par des histoires merveilleuses, mais tu en as la trace. Et si tu observes les histoires, tu vois très bien à quel point ils ont lutté contre le pays voisin, à quel point il y a eu tel combat, telle victoire, telle défaite. Tout ça s'est révélé dans non seulement les histoires populaires, mais aussi la littérature des lettrés, mais qui a toujours été ensuite passée à l'oral. En ça, je veux parler du Kim Van Kyu, par exemple, qui a certes été écrite, mais elle a été essentiellement dite, et elle est apprise pour être dite, cette histoire. Après, je veux aussi parler du Lok Vanten, parce que ça, c'est une autre grande histoire de lettrés que je suis en train de travailler. Cette histoire-là a été écrite par un aveugle. Donc lui, il passait uniquement par la voix, et il dictait, mais il n'avait pas ce rapport à l'écrit. Il était évidemment noté, puisqu'on a pu avoir son texte, mais pour lui, tout se passait par la formulation, une formulation extrêmement travaillée, puisqu'au Vietnam, elle est très travaillée. On apprend tout petit à improviser en 4/4. Et puis quand on grandit, on apprend à improviser en 6/8, le fameux Lok Bat. Donc ils ont une aisance dans la formulation, mais en tout cas, lui, son histoire, il l'a dite d'emblée. Et c'est ça qui est magnifique à retrouver aussi, par rapport à ces histoires-là. Et ces histoires-là sont porteuses du parcours des Vietnamiens, du parcours de la langue, qui a été sauvé, puisque avant les histoires vietnamiennes étaient racontées en mandarin. Et puis eux, ils ont repris leur métrique originale. Ils ont repris certains motifs chinois en les réintégrant avec les valeurs de la société vietnamienne. Et après, donc, ça a pris complètement racine dans le pays. Et ces deux textes sont vraiment sont emblématiques de deux révolutions culturelles qui se sont passées, oui, dans ce pays. La revue Mythologie toujours, l'école et l'éducation, l'occasion d'écrire et de rapporter dans l'article une des fonctions de la littérature orale en Asie du Sud plus particulièrement, et même au Vietnam, c'est-à-dire des berceuses jusqu'aux chants funèbres, en passant par les contes éducatifs, les contes merveilleux, un véritable tour d'horizon qui c'est fait pour le Vietnam et qui a d'ailleurs beaucoup de points communs avec toutes les communautés et les fonctions de la littérature orale pour tous. Je continue à découvrir les histoires avec parfois plus d'aisance, et l'aisance amenant beaucoup la difficulté parce que l'oubli. Donc de revenir au point de départ en te disant n'oublie jamais que cette histoire ne doit pas porter tes opinions, ne doit pas imposer des émotions que tu ne saurais pas garder, que les gens n'ont pas à supporter ça. Et ça m'ouvre davantage, je découvre le chemin aussi de l'ouverture pour le véritable partage. C'est-à-dire la mise en commun
de ces valeurs qui sont portées par les histoires.